Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin avec Monsieur Boukhalifa Yaissi, président du cluster énergie solaire. Monsieur Boukhalifa Yaissi, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir à Radio M où nous faisons en ce moment un cycle sur l'énergie entre le prix du pétrole qui a augmenté et les retards de la transition énergétique en Algérie. Nous faisons une série pour essayer de bien cerner cet enjeu qui est toujours de plus en plus central. On va commencer quand même par essayer de comprendre ce que c'est votre CES, le cluster énergie solaire. À quoi ça correspond? C'est quoi cette entité? Merci de me donner l'occasion un petit peu d'expliquer c'est quoi le cluster énergie solaire. Donc, c'est à l'initiative des industriels locaux que cette entité a été créée il y a à peu près une année. Donc, il comporte à l'intérieur des industriels, des bureaux d'études, des installateurs. Et nous sommes un peu dans une démarche d'élargissement qui nous permet aussi d'avoir d'autres acteurs qui nous rejoignent au fur et à mesure. La démarche, elle est centrée plutôt sur la manière de réunir des entreprises qui travaillent dans une filière et de voir comment elles peuvent collaborer, comment elles peuvent coopérer, comment elles peuvent chercher et réaliser des synergies pour permettre à tout un chacun de trouver sa place dans cette filière, que ce soit les producteurs, c'est-à-dire les industriels, ou bien les sociétés de services dans le domaine du solaire en général. Alors la chaîne de valeur de votre filière est relativement longue parce qu'il y a en amont peut-être les producteurs des composants, il y a ensuite les développeurs, les développeurs des champs solaires et des installations, il y a les installateurs, il y a donc les sociétés de services. La chaîne de valeur, elle est quand même assez... Vous arrivez à réunir tous ces gens-là, sans compter ceux qui sont concurrentiels. C'est même le principe d'un cluster, de faire travailler des gens qui sont en compétition sur le terrain. Aujourd'hui, un petit peu le noyau dur, il est constitué par les acteurs qui sont dans le domaine du photovoltaïque, c'est-à-dire que les fabricants de panneaux solaires. On peut les citer. Donc nous avons Condor Electronics, nous avons Eni de Sidi Bel Abbès, nous avons Ores Solaire qui est donc à Betna, nous avons ALPV qui est donc à Tlemcen, et puis nous avons aussi les nouveaux acteurs qui émergent comme le groupe Zergoon qui va aussi avoir une usine à Ouargla dans quelques semaines. Et puis nous avons d'autres entités comme Amimer Énergie, comme Mec Énergie, CNG, nous avons aussi la société Eris, nous avons aussi ABB par exemple, ABB Algérie qui nous a rejoint récemment, Armor Green qui est aussi donc une JV entre des sociétés algériennes. Alors, pour bien comprendre, par exemple, ABB c'est pour le transport c'est essentiellement pour le transport d'électricité qui pourrait être généré par les champs solaires. Non, ABB, pas seulement. ABB non, il fait pas, à part le module, le module et le câble, il fait pratiquement tout. C'est que toute la partie électrique, qu'il soit de la basse ou de la moyenne ou bien même de la haute tension. Donc c'est un acteur majeur à l'échelle internationale. Il était déjà dans Desertec. Voilà, et aujourd'hui, en rejoignant notre cluster, il offre aussi un peu à l'ensemble des acteurs à l'intérieur des solutions qui pourraient être utilisées par les différents acteurs durant, par exemple, la phase de la construction de centrales solaires. Alors, quand vous mettez ces acteurs donc, de la filière ensemble, c'est pour quelle feuille de route? C'est pour quel but? L'objectif, c'est clair, c'est de nous positionner un petit peu dans tout ce qui se fait dans le domaine des énergies renouvelables et d'être une partie prenante de ce déploiement, puisque nous avons quand même des investissements qui ont été faits depuis un certain nombre d'années par les acteurs, les industriels locaux. Et c'est un petit peu paradoxal, mais c'est là où on voit qu'il y a les industriels qui ont investi alors que le marché n'existe pas. Donc il y a quand même une très forte croyance
dans le devenir des énergies renouvelables en Algérie. Donc, ils ont fait le pari de pouvoir donc se positionner sur ce marché-là. Et là, nous faisons en sorte que les équipements, les systèmes, les services qui sont produits en Algérie puissent être utilisés dans le programme des énergies renouvelables que compte mettre en place l'Algérie. Alors, ce que je comprends de ce que vous dites, M. Boukhal ici, c'est les industriels, on s'en occupe, ils sont chez nous dans le cluster. Ils ont pris le risque de créer une activité, mais son marché n'est pas encore là. Donc, l'un des objectifs du cluster, c'est de faire en sorte que le marché émerge. Donc, voilà. Tout à fait. Il faut que le marché se mette en place. Il se mette en place rapidement. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'attendre encore des années pour voir ce marché émerger. Donc, les initiatives qui ont été annoncées par le ministre de l'Énergie récemment, de pouvoir donc, je dirais un petit peu se reposer sur l'industrie locale, est un signal réconfortant pour les industriels locaux qui montre que le choix qui a été fait et un petit peu ces initiatives auront, j'espère, rapidement un retour positif. Alors, on va aller dans le détail de cette problématique de la production industrielle et du marché dans la deuxième partie de cet entretien. Mais auparavant, je veux un peu comprendre et essayer de faire comprendre à nos amis auditeurs votre articulation aussi avec les autres acteurs de la transition énergétique, la PRU pour ce qui est économie d'énergie, le CDER pour ce qui est donc la recherche dans le développement des énergies renouvelables, son Tractionnel Gaz, deux grands acteurs. Comment vous les intégrez ou pas, à quel niveau dans votre démarche de cluster? Dans notre démarche déjà, dans tout cluster qui se respecte, une composante importante est la recherche et développement. Et donc, dès le départ, donc, nous avons intégré le CDER, le Centre de développement des énergies renouvelables, et le CRTSE, qui est aussi chargé plus de la technologie du silicium. Ils sont déjà membres dans notre cluster. Donc, ce sont des acteurs qui sont là et qui peuvent répondre à la demande des industriels dans certaines parties de la chaîne de valeur. Les autres acteurs qui ne nous ont pas encore rejoints, que nous espérons les voir rejoindre bientôt, à l'exemple de Sonelgaz ou bien de la PRU, nous avons de très bonnes relations avec ces entités. Pardon. Avec les différents ministères, le ministère de l'énergie, de l'industrie, des mines, de l'environnement, des énergies renouvelables. Donc nous avons de très bonnes relations. Nous discutons régulièrement avec eux et nous portons aussi à leur connaissance un petit peu la problématique ou les problématiques qui sont posées par les différents acteurs de la chaîne de valeur. Alors, on a bien compris qu'un cluster, c'est un groupement d'intérêts, c'est un vocable qui est en train d'émerger dans le champ lexique de l'économie algérienne. Il fonctionne comment? C'est pas une société au-dessus des autres sociétés membres. C'est un groupement qui est régi donc par le Code du commerce, et donc c'est comme si c'était une entreprise, et dans cette entreprise il y a d'autres entreprises qui se sont mises d'accord. Elles ont créé ce groupement sans capital social, donc elles fonctionnent avec les cotisations des membres. Nous avons des membres fondateurs, ceux qui ont créé le cluster. Nous avons aussi les membres adhérents qui viennent le rejoindre après, et nous avons une troisième catégorie qui sont les membres associés. Ces membres associés sont beaucoup plus des entités publiques, comme les centres de recherche, les universités. Par exemple, la DGPME aussi, elle est membre de ce cluster. Et donc, tous ces membres-là participent à travers une assemblée générale qui a lieu pratiquement une fois par année pour discuter un petit peu de la vie du cluster. Et puis, pour la gestion, si vous voulez, de tous les jours, nous avons un conseil d'administration, et dans ce conseil d'administration, il y a un président. Et donc, nous faisons en sorte qu'il y ait continuellement une activité au sein du cluster. Par exemple, j'ai vu dans les objectifs, il faut rendre visible le cluster. Voilà, il faut rendre visible le cluster. Ça veut dire qu'il faut que nous participions un petit peu à l'ensemble des séminaires et colloques qui ont lieu. On parle de nos activités, de nos membres, et de donner aussi un certain nombre
d'informations aux différentes parties prenantes. Je peux citer le cas que pendant très longtemps, les gens ont dit où sont les fabricants de panneaux solaires. Aujourd'hui, les gens peuvent mettre un nom sur cette partie-là. On a aussi on a fait un mapping de l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la fabrication ou bien du déploiement du programme, et nous avons trouvé qu'il y avait énormément d'acteurs locaux qui sont capables, donc, moyennant quelques petits investissements, d'aller vers le solaire, à l'exemple des industriels de l'aluminium ou bien du verre, par exemple. Donc la chaîne de valeur, elle est large, nous avons des acteurs qui nous rejoignent, et donc chaque jour nous découvrons aussi qu'il y a beaucoup de sociétés, d'industriels qui sont aussi en mesure de faire le pas. Ça les intéresse, on les rencontre souvent dans les séminaires, dans les conférences, et puis nous voyons qu'il y a de plus en plus un intérêt. Il y a aussi un peu la confiance, un peu qui commence à revenir entre les acteurs et les pouvoirs publics, et il y a donc un échange continu avec eux. Alors vous avez dans l'expérience des groupements d'intérêt, des clusters, quelques-uns qui sont vos aînés. Moi, enfin, à Radio AM, nous connaissons en particulier celui de Boisson et Supply Chain, logistique. Dans ce cluster-là, on affiche sa puissance de réseau en termes de chiffre d'affaires surtout. Dire, voilà, ce cluster réunit tel chiffre d'affaires chez vous, on ne va pas vous faire l'offense de nous dire le chiffre d'affaires de la filière, mais j'aimerais savoir quel est le potentiel de capacité en mégawatts solaires qui existe avec les fabricants de panneaux solaires qui sont dans le cluster énergie solaire. Aujourd'hui, avec les 4 qui fonctionnent, nous avons 190 mégawatts de capacité, et avec les 3 qui ont annoncé donc leur investissement, on devrait atteindre à peu près 510 mégawatts à la fin de cette année. Donc les 3 qui arrivent vont être plus importants que ceux qui sont déjà sur la place. Oui, c'est-à-dire que généralement c'est de grosses capacités. Il y a un à 160 mégawatts, il y a 2 autres à 80 mégawatts. Donc, alors pour qu'on comprenne bien, une capacité, c'est ce qu'on peut déployer en champ solaire photovoltaïque, bien sûr, en une année. Ça, c'est beaucoup plus ici. Nous sommes dans la partie du manufacturing, de la fabrication. Donc ça, c'est ce qu'on est capable de produire en une année. Oui, le déploiement prend plus de temps. Le déploiement peut prendre plus de temps parce que il y a d'autres aspects tels que la disponibilité des terrains, les travaux à faire, et les raccordements électriques dans ce domaine-là. C'est un autre métier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai vu dans vos objectifs, évidemment, il y a ce volet production qui est important, on va en parler en deuxième partie. Vous dites, vous voulez être un partenaire incontournable dans les élaborations des politiques publiques concernant la transition énergétique, et notamment dans son volet production d'électricité verte. Est-ce que vous considérez, monsieur Yaissi, que vous commencez à être écouter les pouvoirs publics quand ils réfléchissent, on va en parler dans un moment, faire un cahier des charges, lancer un appel d'offres, etc. Est-ce que vous sentez que vous devenez un partenaire? Nous espérons l'être et le devenir encore. Mais c'est clair que les informations que nous avons, c'est-à-dire que ce qui nous revient, c'est que le choix maintenant de l'État a été fait d'aller vers l'utilisation des produits locaux, donc de faire des appels d'offres nationaux, et donc l'intégration ou bien l'utilisation des produits locaux va être systématiquement indiquée à l'intérieur des cahiers des charges, et puis même dans le cas de la CAREG, il y a aussi la modulation concernant le coût du kilowattheure qui pourrait être proposé va être aussi en relation avec le contenu local des projets. Quand vous dites des appels d'offres destinés aux locaux, vous faites référence à une nouvelle génération d'appels d'offres. L'appel d'offres 4 gigawatts, il n'était pas destiné aux locaux. L'information de la semaine passée du ministre de l'Énergie, c'est d'aller maintenant de le faire uniquement avec les capacités locales. Alors, ça, c'est un programme alternatif. C'est le programme dont a parlé une des représentantes de la CREG qui a dit qu'il y avait un cahier des charges qui était en cours d'élaboration pour lancer un appel d'offres pour, je crois, 150 mégawatts en photovoltaïque. 120 mégawatts. 120 mégawatts. D'ailleurs, bon, c'est une des raisons pour laquelle nous avons choisi de parler de la filière cette semaine, c'est qu'il y a eu une actualité. Donc, il y a eu je me devais de le rappeler au début de cette émission, cet atelier qui s'est tenu au FCE,
autour de la gestion des grands projets dans l'électricité solaire. Et on a l'impression quand même que quand on se retourne vers la production locale, il s'agit plutôt de taille plus conventionnelle des projets. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens où la mise en place de petites centrales de quelques mégawatts va aussi créer toute une dynamique. Dans le sens où il est facile de maîtriser la construction d'une centrale de 5 MW que celle d'une 50 ou 100 MW. Et donc là, ça va donner la possibilité aux acteurs locaux un petit peu de se mettre dans le bain, de commencer à faire 5 MW par-ci, 10 MW par-là, et au bout de 2 ou 3 ans, nous aurons des entreprises capables de faire des centrales de plusieurs dizaines de mégawatts, et probablement qu'elles pourront aussi avoir des prétentions à l'export. Ici, quand vous me dites que les capacités de production des membres de votre cluster à la fin de l'année 2018 ont des chances de dépasser 500 MW avec l'arrivée de 3 nouveaux acteurs, est-ce que vous n'êtes pas un peu petit bras quand vous dites c'est bien les 5-10 MW pour se faire la main, on est en 2018, aujourd'hui on peut voir tout de suite plus grand, on a aussi une petite expérience là. Quand on fait le mapping de ce qui existe déjà en termes de production, il y a beaucoup de centrales de cette taille-là, et peut-être que sans aller aux grands ensembles de plusieurs gigawatts comme ça a été proposé par M. Boutelfa, on peut être plus audacieux, non, plus ambitieux. Il faut quand même regarder ce qui s'est fait dans d'autres pays. Donc nous, on ne peut pas déroger à la règle. Que vous regardiez. Il y a des économies d'échelle aussi sur le plan du calcul économique. Si on doit prendre une assiette de terrain et avec toutes les autorisations, etc., faire 50 MW au lieu de 5, c'est quand même mieux. Mais si par exemple, comme je vous l'ai dit, pour vous rappeler que tout le déploiement du solaire dans d'autres pays comme l'Allemagne ou bien la France, il a toujours commencé avec des tailles relativement faibles. Oui, mais il a commencé à 30 ans. Oui, il y a pas 30 ans. Bon, les Allemands, oui, mais les années 80, c'était lancé. Les Allemands, c'était des toitures surtout, oui. Mais c'était de quelques kilowatts. Et c'est là où il y a eu donc les grands acteurs qui émergent aujourd'hui à l'échelle internationale. Ils ont commencé tous par être de petits installateurs. Et le déploiement a permis à ces entreprises d'acquérir l'expertise nécessaire. Ici, nous devons être réalistes, c'est-à-dire que si on veut assurer l'intégration locale et élargir cette intégration, nous devons compter un peu sur l'ensemble des acteurs locaux, et nous devons aider ces acteurs locaux à s'installer et à progresser. Et aller à leur rythme aussi? Non, pas le rythme, ce sera beaucoup plus le rythme qui pourrait être imposé par l'État. C'est-à-dire que pour nous, les 170 MW, c'est-à-dire que les 120 MW de la CREG et 50 MW de la Sonelgaz, c'est vraiment pour nous, c'est uniquement pour 2018. Nous espérons qu'en 2019, 2020, 2021, c'est qu'on monte en cadence pour atteindre à terme autour de 1 gigawatt, qui serait à ce moment-là des échelles suffisamment importantes pour permettre d'avoir aussi des coûts de production, que ce soit des équipements ou bien de l'électricité, à des tarifs très très concurrentiels. Alors, est-ce que vous considérez que la période qui a été plus ou moins instaurée à l'arrivée même pas à l'arrivée de M. Boutelfa, mais même à l'époque de M. Youssouf Yousfi, quand il a succédé à Cheikh, il prenait la tête du secteur de l'énergie, il avait dit, le discours c'était on ne se lance pas dans de grands projets, on essaie de faire remonter le retour d'expérience de ce qui s'était fait déjà. Enfin, on avait cette centrale CSP à Hassirmel et on avait quelques projets de photovoltaïque modestes, de l'éolien à Adrar notamment. Donc attendre, voir un peu et puis décider des grands arbitrages technologiques. Est-ce que vous, M. Boutelfa, ici, je rappelle que vous êtes quand même directeur technique dans le domaine du solaire, vous avez une longue expérience d'ingénieur aussi sur cette question là, et vous connaissez bien les enjeux de filière, les enjeux de choix technologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, on peut dire qu'on est sorti de cette période-là, on sait ce qu'on doit faire, on n'est pas tout le temps en train d'évaluer, d'attendre, de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir?
Aujourd'hui, la tendance, elle est clairement affichée pour le photovoltaïque et les investissements, ils sont là. Donc, il faut faire avec les choses qui existent localement. Donc, on va pas localement encore, et dans le monde. Et on va pas créer une nouvelle filière à partir de zéro et en essayant un petit peu d'intégrer les choses qui vont peut-être prendre beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, nous avons des acteurs, nous avons une disponibilité de capacité. Il faut aussi dire que le solaire photovoltaïque dans notre pays, il est connu depuis très très longtemps. Donc, ce n'est pas une technologie nouvelle. Et je me souviens très bien que quand j'avais commencé à l'époque de travailler dans ce domaine-là, c'était des sites isolés sur lesquels on travaillait. Donc, ça fait très très longtemps. Nous avons des compétences dans ce domaine-là. Mais ce que nous appelons, c'est surtout un petit peu il faut démarrer ce programme et ensuite il faut que la cadence devienne de plus en plus importante pour permettre aux acteurs de les intégrer dans leur développement. Alors pour nos amis auditeurs, l'enjeu c'est peut-être un débat de spécialistes, mais l'enjeu photovoltaïque, vous dites c'est ça qui existe, c'est ça qui se passe dans le monde et les capacités en Algérie sont celles du photovoltaïque. On sait aussi qu'il y a cette filière du thermique, du CSP, qui fonctionne plus par la chaleur. Et le Sahara, l'avantage comparatif principal du Sahara, c'est qu'il peut générer de l'énergie solaire aussi par la chaleur. Et si on se met dans un mode de production de grande taille, avec aussi peut-être l'idée d'exporter, le CSP, vous l'enterrez définitivement ou vous dites qu'il y a une possibilité dans les prochaines années que ça redevienne aussi une filière qui s'adresse peut-être à d'autres acteurs qu'aux membres de votre cluster? Il faut regarder d'abord, historiquement parlant, le déploiement à grande échelle, c'était fait surtout avec le CSP. Donc, moi, je me souviens à l'époque où j'étais responsable dans un grand groupe privé, on était dans une organisation qui s'appelait Estella, qui s'occupait un petit peu de cette partie-là, et on avait fait faire une étude et on voyait le photovoltaïque arriver. C'est-à-dire qu'on nous annonçait clairement les chiffres qui allaient tomber sur le coût du kilowattheure, et on disait à ce moment-là que cette filière-là allait rencontrer beaucoup de problèmes. Et donc, c'était, pour l'ensemble des acteurs, c'était prévisible. Par la suite, il faut quand même aussi regarder que le déploiement du photovoltaïque à l'échelle internationale, un petit peu, d'une certaine manière, s'est démocratisé lorsque les Chinois ont un petit peu massivement investi cette technologie. Ce qui n'est pas encore le cas du CSP, qui reste une technologie propre, qui appartient à certains groupes qui ne veulent pas lâcher. Je me souviens à l'époque, on avait essayé un petit peu d'approcher les grands fabricants des miroirs, par exemple, et des tubes sous vide. C'était du niet. Et dans tous les documents consignés, on n'avait pas le droit de faire le reverse engineering. C'est-à-dire qu'on pouvait uniquement imaginer prendre leurs équipements et les installer. Et puis pendant très longtemps, ils ont maintenu des coûts de production du kilowattheure très élevés. Et les premières brèches sont apparues lorsque des acteurs du Moyen-Orient sont un petit peu intervenus, sont rentrés dans ce marché-là. Les Saoudiens, voilà, par exemple. Et là, le prix du kilowattheure a chuté de manière importante par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et on continue un petit peu à le voir. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec le CSP ou bien avec l'éolien et tout ça. Il reste que ce sont des technologies que l'on pourrait avoir localement. Seulement, si maintenant on devait faire du CSP, il faudrait aussi imaginer quand même imposer quand même un minimum de fabrication locale dans cette technologie ou bien dans cette nouvelle filière solaire thermique. Alors, M. Bouchalfaya, ici, on a attendu pendant longtemps le lancement de l'appel d'offres annoncé par M. Bouchalfaya, l'ex-ministre de l'Énergie, 4 gigawatts en électricité verte, du solaire photovoltaïque. Et si ça devait revenir, bon, aujourd'hui c'est à l'arrêt, mais si ça devait revenir, est-ce que les membres de votre cluster peuvent concourir et être acteurs dans des appels d'offres de 1,5 gigawatts par exemple, parce que c'est les tranches. Est-ce qu'ils pourraient, en s'associant avec des acteurs étrangers, forcément, parce qu'il faut intégrer localement la filière, etc., enfin, la production des composants, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive trop tôt pour la taille de ce que peuvent faire vos acteurs, vos membres?
du cluster? Enfin, il ne faut pas uniquement regarder au niveau des membres, puisque nous ne prétendons pas avoir l'ensemble des acteurs de la chaîne dans ce cluster-là. Pour nous, ce que nous disons, c'est que quand même, il faut prendre en compte les capacités locales et donc aller un peu au rythme qui permettrait à ces acteurs-là de se développer dans cette filière. Parce que nous avons absolument besoin que nous ayons des acteurs locaux qui montent en puissance dans ce domaine-là. Et cela va prendre peut-être quelques années, mais on est sûr qu'à ce moment-là, que la transition énergétique et donc le passage graduel vers les énergies renouvelables va permettre à ces acteurs-là d'être des acteurs majeurs. On peut imaginer peut-être avoir des sociétés de l'équivalent de quelques groupes tels que Sonelgaz, mais dans le privé, dans le domaine des énergies renouvelables. Je vais me faire le porte-parole un peu provocateur d'un point de vue contraire. On va dire que quand vous représentez le point de vue des industriels de la filière, on peut comprendre qu'il y a un besoin de création d'emplois, il y a un besoin de localiser de la compétence. On va aussi parler de ce type de compétences, notamment pour le PR. Mais il y a une problématique macroéconomique algérienne. Je prends l'exemple du gaz. Si on avait attendu dans les années 90, la capacité des acteurs nationaux, elle était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, cette capacité, le privé n'existait quasiment pas, dans les années 70, de maîtriser la filière de la liquéfaction du gaz. On n'aurait jamais exporté du GNL de ni Darzo, ni Skikda, et il y avait une problématique de revenus extérieurs qui a primé. Donc on a choisi d'importer les équipements, de les installer et d'exporter du GNL rapidement. Voilà. Aujourd'hui, on a une problématique quasiment aussi pressante. Les chiffres le disent, on utilise de plus en plus de gaz naturel pour générer de l'électricité domestique, ça ronne sur les exportations, on va faire éliminer les exportations de gaz naturel si on continue comme ça. Et donc la solution, c'est de développer au plus vite une capacité d'électricité verte qui permet de maintenir les exportations de gaz naturel. Et si on le fait au rythme de la montée en expertise des entreprises nationales, on va perdre beaucoup de devises. Est-ce que vous sentez cette problématique? Moi, en tant que citoyen, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est continuer d'exporter du gaz naturel. Si vous n'êtes pas en mesure de nous produire 2 gigawatts par an, de l'électricité solaire, tant pis, on le fera avec les étrangers parce qu'il faut tout de suite mettre les équipements en place et transférer ce qui se fait avec du gaz naturel vers le solaire. Est-ce que vous sentez cette problématique qui fait que peut-être vous êtes en opposition avec un intérêt qui dépasse celui de votre filière? Non, il faut quand même aussi regarder par rapport aux projections de l'État dans ce domaine-là. Nous aussi, demain ou dans 2 ans, on nous dit que nous allons faire 1,5 gigawatts par an, on va se préparer dans ce sens-là. Aujourd'hui, la problématique, c'est ce qui est prévu, hein. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de marché visible. C'est-à-dire qu'on a, à part les annonces qui ont été faites par le ministre de l'Énergie, qui parle donc de 170 mégawatts, nous, on aimerait qu'on nous dise qu'est-ce qui va se faire en 2019, 2020, 2021, etc. Donc, si au bout de 2-3 ans, l'État voit qu'il est possible d'aller à 1,5 gigawatts par an, les acteurs seront prêts à ce moment-là. Et pourquoi on n'est pas monté à ces niveaux-là? C'est quoi le problème? Il y en a qui disent que c'est parce que justement, on a mis cette conditionnalité. Ceux qui vont produire des grandes quantités d'électricité solaire devront amener avec eux les fabricants de composants et les installer en Algérie. Et cette conditionnalité, beaucoup de spécialistes sur ce plateau ont dit, c'est une conditionnalité qui gêne le déploiement du programme. Si vous regardez ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, on a toujours essayé de faire le link, la liaison entre la production et la fabrication. Et l'intérêt pour nous et ce que l'État a annoncé, c'est de vouloir un peu faire cette relation entre la production d'électricité et la création de la valeur ajoutée locale. Et donc pour nous, ça nous intéresse parce que c'est là où il va y avoir de la création d'emplois. On ne peut pas réellement imaginer que demain vous allez faire venir des gens qui vont vous installer 1,5 gigawatt et qui repartent comme ça. Si maintenant ces entreprises viennent, ramènent leur technologie, ramènent leur savoir-faire, s'installent en Algérie, créent de la valeur ajoutée, ils sont les bienvenus. Alors, créer de la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut produire, manufacturer en Algérie dans la filière du solaire? On sait que les couches, le cœur noble d'un panneau, c'est aujourd'hui quasiment
Les Chinois sont imbattables sur cela, vous me confirmez, hein? Oui, c'est le silicium. C'est le lithium. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà? Au-delà aujourd'hui, on est un petit peu à la fin de la chaîne de valeur de la fabrication du panneau solaire. On peut remonter cette filière si la taille du marché atteint autour à peu près de 1 gigawatt. On pourrait fabriquer facilement des cellules et des wafers. Sur les autres aspects de la chaîne de valeur, on peut aussi développer l'ingénierie pour la construction de centrales. Nous n'avons pas de compétences dans ce domaine-là, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. Voilà, EPC, c'est l'ingénierie. EPR, c'est la filière nucléaire. Voilà, et donc là, c'est aussi quelque chose qui peut être après développé à l'international, puisqu'on voit souvent les acteurs de l'EPC aller facilement dans d'autres pays. Donc il y a beaucoup de... Vous avez une idée en tête quand vous dites ça? BRC aurait pu le faire si on avait gardé BRC de Sonatrach. BRC était dans le domaine des hydrocarbures, donc oui, mais ils sont mis à faire des hôpitaux et des aéroports militaires. Donc on peut penser que monter un champ solaire, à la limite, à un moment donné, ça aurait pu être intégré dans leurs compétences. On peut l'imaginer. Mais on n'est pas obligé à chaque fois de coller ça chez Sonelgaz, Sonatrach. Nous sommes aussi en mesure que des acteurs privés émergent dans ce domaine-là et créent cette valeur ajoutée locale. En fait, c'est un vrai marché, hein, monsieur Yaïssi, c'est un vrai marché. On a envie de monter des champs solaires. Sonelgaz met des centrales conventionnelles, hein, et avec des contrats avec Lavalin ou d'autres. Les champs solaires, c'est un métier. Installer un champ solaire, les aménageurs. C'est de nouveaux métiers qu'on ne maîtrise pas en totalité, parce que pour qu'on puisse le maîtriser, il faut qu'on arrive à faire. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire 1 mégawatt, ensuite 5 mégawatts, 10 mégawatts et 50, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va monter en compétence dans ce domaine. Et nous avons besoin qu'il y ait de l'activité toute l'année, parce que vous pouvez avoir de très très bons ingénieurs, vous pouvez les payer bien, mais il faut qu'ils aient du boulot. Donc, vous ne pouvez pas uniquement travailler sur une centrale de 5 mégawatts et vous arrêter là. Si on reprend un petit peu le développement des énergies renouvelables en Algérie, il y a eu toujours des programmes et ensuite il y a eu des coupures. Et durant le programme, il y a de la création de la valeur ajoutée, des entreprises se créent, des ingénieurs sont intégrés, et puis après, ça retombe dans l'oubli, les gens partent dans d'autres secteurs ou bien les émigrent. Coupures, c'est pas le contre-choc pétrolier, c'est pas le tarissement des finances publiques, parce qu'il faut quand même soutenir, encore il y a un fonds de soutien pour les énergies renouvelables, soutenir l'émergence de l'électricité verte. Oui, et c'est pas suffisamment fait aujourd'hui. Oui, c'est toujours, on l'a vu toujours que dans les années 80, 90, 2000, ça correspondait toujours à certaines situations où l'État, quand il n'a pas beaucoup d'argent, il se dit, bon, on va se retourner vers les énergies renouvelables, parce que là, il faut sauvegarder les énergies classiques, et puis quand la manne revient, on oublie un petit peu que c'est à ce moment-là que l'on peut aussi impulser les énergies renouvelables. Il y a donc beaucoup à faire. Alors, l'impulsion, en réalité, elle se fait surtout en faveur de l'énergie fossile, parce que bon, le prix de le kilowattheure conventionnel, il est toujours soutenu. Et le point de vue est de plus en plus aujourd'hui partagé, qui dit que c'est la subvention à l'électricité conventionnelle qui est le principal obstacle à l'émergence de l'électricité verte. Est-ce que vous, au niveau du cluster, vous partagez ce point de vue ? C'est un des éléments bloquants du développement des énergies renouvelables. Mais ce que nous souhaitons vraiment mettre en place, que l'État surtout mettre en place, c'est vraiment que la dynamisation des programmes de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables ensemble, puisque les deux peuvent aller dans le même sens. Je dis souvent que on peut très bien imaginer une augmentation graduelle des tarifs de l'électricité, mais en contrepartie, on doit donner aux gens la possibilité de réduire leur facture d'électricité, c'est-à-dire de réduire surtout la consommation. On a un exemple vivant de ce que l'État peut faire dans ce domaine-là, c'est par exemple la Caisse nationale du logement, qui par exemple participe à un certain niveau pour le logement rural, qui connaît un dynamisme très important, parce que l'État donne les moyens aux gens de construire, et donc ce n'est pas l'État qui construit les logements, mais ce sont les gens. Donc si on prenait de cette caisse-là une certaine somme d'argent qu'on va donner aux gens pour qu'ils puissent isoler leur maison, leurs fenêtres et tout ça, après que le tarif de l'électricité monte à 10 ou les 20 dinars,
pour moi, la question, si je suis en train de payer 10 000 dinars par mois et qu'après, je paye 10 000 dinars par mois, alors que le tarif aujourd'hui, il est 1 dinar 70, après, il va devenir à 5 dinars, ça ne me gêne pas. Ce qui me gênerait, c'est le fait que de passer du simple peut-être à 4 fois ma facture d'électricité sans que l'État m'ait donné la possibilité d'isoler ma maison. Donc, l'idéal serait de lancer les deux choses en même temps, c'est-à-dire augmenter graduellement les tarifs et en même temps pousser les gens petit à petit à isoler leur maison, obliger les constructeurs, les promoteurs à travailler sur les matériaux locaux et réduire cette courbe de consommation et ce taux très élevé qui, lui, est un élément critique dans le développement je dirais un petit peu du mix énergétique et aussi de la problématique de l'exportation du gaz que vous soulevez. Oui. Alors, on a très bien compris, effectivement, c'est la première fois qu'on nous fait que cette proposition est déclinée ainsi, effectivement, couplée à l'augmentation, donc au retour du prix de marché d'électricité, couplé à un programme d'incitation à l'isolation thermique des logements qui pourrait justement permettre de lisser la hausse des prix. Je ne me souviens pas que quelqu'un d'autre l'ait proposé, on aura au moins gagné cette proposition, mais ce n'était pas la seule proposition intéressante, ce que vous avez dit ce matin, M. Bouchalfa. Ici, on va finir quand même avec, parce qu'on a beaucoup parlé de marché et de faire émerger un marché pour les acteurs de votre cluster. Il y a le décentralisé, le déconcentré qui n'est pas toujours visible, parce qu'on a beaucoup parlé de gigawatts, de commandes en général publiques, de l'électricité à mettre sur le réseau. Le client final étant souvent Sonelgaz d'ailleurs. Sonatrach peut-être localement pour ses champs, mais sinon surtout Sonatrach. Le déconcentré est aussi un marché. Vous dites aujourd'hui il est trop petit, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire émerger? Donc le déconcentré, pour nos amis auditeurs, ce sont tous les gens qui sont un peu isolés ou qui sont sur le réseau, mais qui veulent produire leur propre électricité pour ne pas consommer celle du réseau. D'ailleurs, remettre un peu d'électricité quand ils sont en excédent sur le réseau, mais en gros, on va dire les acteurs, les citoyens, le privé. On appelle ça le décentralisé. Le décentralisé, oui. Donc, ce sont toutes les installations qui sont en général hors du réseau, qui sont donc le fait des collectivités locales, du ministère de la Défense, de l'Agriculture. Donc, les gens qui sont loin du réseau, qui n'ont pas l'électricité, ce système-là convient parfaitement. C'est un marché qui est là, qui existe depuis un certain nombre d'années, qui fonctionne déjà. Donc la majeure partie de nos acteurs, ceux qui sont des installateurs, sont surtout spécialisés dans ce genre de choses. Aujourd'hui, donc, ils font les systèmes de pompage, les kits pour les foyers, les systèmes d'éclairage public. Si par exemple je prends le cas des initiatives annoncées par le ministère de l'Intérieur, là on voit vraiment une vraie problématique. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris la peine un peu de faire les calculs et ils ont démontré que le fait même si avec le tarif de l'électricité qui n'est pas, il y a encore de la marge pour la possibilité pour qu'on mette du solaire. Et donc là, notamment à cause des coûts du transport de l'électricité. Quand on est dans le décentralisé, quand on est loin du réseau, il y a un coût au kilomètre qui est... Les APC, par exemple, c'est surtout leur problème, c'est surtout l'éclairage public. Par exemple, des factures faramineuses. Et là, par exemple, on voit qu'ils ont fait des estimations. Ils démontrent que clairement, choisir le solaire à la place du réseau électrique est économique pour la collectivité. Donc ça, c'est un vrai marché qui s'annonce, au-delà du fait qu'on va placer des panneaux solaires, mais il y a par exemple de la technologie de la batterie, c'est-à-dire que le lithium, par exemple, ion qui donc est en train d'émerger, et on voit souvent que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui importé. Ce serait bien que certains acteurs qui sont par exemple dans les batteries se mettent aussi à produire ce genre de batterie. Il y a toute l'électronique à l'intérieur qu'il est aussi possible de faire. Donc on voit ici émerger ce type d'application. L'agriculture, c'est un grand marché. Et quand vous voyez les gens qui vous parlent de 30 000, 50 000 hectares, il y a des possibilités que l'on puisse coupler le solaire avec l'éolien, quelquefois aussi avec le diesel un peu pour maintenir un peu pour assurer la stabilité du réseau. Il y a des possibilités. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait
les différentes entités ou bien des ministères puissent faire ce genre de programme pour nous assurer que le 1 gigawatt, ce n'est pas uniquement du ministère de l'énergie, mais le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables, le ministère de l'Intérieur, le ministère des ressources en eau, par exemple. Donc, s'il y a des initiatives de ce style-là qui se mettent en place, à mon avis, l'ensemble des acteurs trouveront facilement preneurs pour leurs produits et leurs services. Alors, dans votre travail de sensibilisation, on va terminer sur ça. Vous nous avez parlé de l'émergence peut-être bientôt d'un intercluster avec d'autres clusters qui travaillent sur d'autres filières. Donc vous, en tant que représentant du cluster de l'énergie solaire, c'est un peu cette sensibilisation-là que vous avez diffusée chez vos partenaires acteurs de l'industrie, du transport et d'autres. Utiliser plus l'énergie verte. Voilà, donc nous, on est un petit peu un secteur, une filière transversale, et donc on a des possibilités d'assurer la couverture des besoins des gens qui sont dans l'agroalimentaire, dans le tourisme, par exemple. Donc nous avons donc cette idée de créer une entité qui va un petit peu regrouper l'ensemble des clusters qui travaillent un peu dans ce domaine-là. Peut-être qu'on vous invitera, vous serez le président de Cluster des Clusters. Merci M. Bouchalfa Yaissi d'avoir été notre invité ce matin dans l'invité du direct. Merci. Merci à vous. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.